Tout d'abord, je suis très heureuse de recevoir M. Florent Babilotte dans le cadre d'un café doc. Les cafés doc, comme vous le savez, sont plutôt prévus au centre de documentation, mais devant le succès des inscriptions, nous avons préféré donc, être ici en amphi. Donc je remercie Monsieur Madame Coche, directeur du centre hospitalier La Chartreuse, pour avoir autorisé ce café doc exceptionnel. Madame Jacquinot également, directrice adjointe, et le service de communication de La Chartreuse, Nathalie Chupin et Xavier, qui va donc filmer, vous inquiétez pas, il filme essentiellement Florent pour sa chaîne YouTube. C'est ça ? C'est ça. Bon. Merci à tous pour l'intérêt que vous avez manifesté pour l'intervention de Florent. Florent, je ne vais pas te présenter, tu le feras beaucoup mieux que moi. Juste merci déjà d'être là, d'avoir fait le voyage depuis ta Bretagne jusqu'à la Bourgogne. Moi je suis documentaliste, donc j'aimerais finir cette introduction par des hashtags ou mots-clés. J'ai oublié de remercier le président de la CME que je vois ici, Dr Miret, merci. Donc les mots-clés: enfant, crise, bouffée délirante, diagnostic tardif, schizophrénie, hospitalisation, rétablissement, rechute, rétablissement, traitement, envie, passion, écriture, espoir. Je te remercie beaucoup et je te donne la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être nombreux. Alors, donc, je vais vous raconter mon parcours. Donc, effectivement, je suis une personne atteinte de schizophrénie, sachant que ça n'a pas toujours été forcément le cas. Quand j'étais enfant, en fait, j'ai eu une enfance très heureuse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vrai que souvent, on s'imagine que quand on développe une maladie psychique, c'est qu'on a eu des problèmes à l'enfance. Ben, moi, à l'enfance, ça s'est très bien passé. Avec mon papa, on faisait du jardinage, on faisait du potager, on allait à la cueillette aux champignons, on habitait dans une grande base militaire en fait en Normandie, donc il n'y avait pas grand chose à faire à part du sport, quelques bêtises, voilà, et puis j'aidais mon père. Moi j'aimais beaucoup, en fait la cueillette aux champignons c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné, parce que et je pense que ça m'a servi aussi aujourd'hui, dans le sens où ça m'a permis de développer en fait mon sens de l'observation. Ça me servira bien plus tard après, pour l'écriture notamment. Et c'est vrai que j'ai une enfance paisible, je commence à faire un peu de sport, donc je fais du foot, alors je vois tout de suite que c'est pas du tout, mon truc, c'est-à-dire que mon père vient nous voir et puis comme ça, enfin, voilà, je suis tout le temps sur le banc et quand je rentre, c'est pas pour faire des bonnes choses. Et en fait j'ai une révélation, en fait on avait 2 amis à moi, à mon frère et moi plutôt, et le mercredi, elles n'étaient jamais là, donc on s'ennuyait, on leur disait « Mais qu'est-ce que vous faites le mercredi ?» Bah, on fait du basket. « Ah ouais, vous faites du basket, hein, vous en faites tout ?» Bah, sur la base militaire, il y a un club, si tu veux, tu peux venir. Et du coup, ça a commencé comme ça, ma passion pour le basket, j'ai commencé à faire du sport. Dès les premiers entraînements, j'ai senti que je me plaisais, que ça le faisait. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui va beaucoup me servir par la suite, par rapport à la maladie, notamment la notion du dépassement de soi. Je développerai beaucoup ces notions-là plus tard. Donc effectivement, j'ai une enfance paisible, en tout cas une petite enfance et jusqu'à 12-13 ans, une enfance paisible. Après, à l'adolescence, il y a une phrase que je dis dans un des livres que j'ai écrit, Obscure Clarté, c'est que finalement, durant mon enfance, en fait, mon papa et moi, nous étions très proches, et finalement, pendant l'adolescence, sa main va quitter la mienne. Moi, j'ai un grand rêve, c'est de devenir basketteur professionnel. Bon, si vous voyez là, c'est que j'ai pas trop réussi ça, mais c'est pas grave. J'avais un grand rêve, c'était ça, de devenir basketteur professionnel, et mon père... clairement, ne me suivait pas dans cette voie. Après, je ne lui en veux pas, hein, mais si vous voulez, à l'époque, j'avais besoin en tout cas de ce soutien, et moi je voyais que ça, c'est-à-dire que je travaillais, mais j'avais des notes, j'avais pas de très bonnes notes, même en travaillant, j'avais 10 11, sauf en français où j'avais des bonnes notes, mais par exemple en maths, je pouvais bosser 3 fois plus que la moyenne, et puis, enfin, que les gens. Et si j'avais la moyenne, clairement, bah, j'étais content, c'était déjà pas mal. Je me souviendrai toujours d'une fois où j'avais bossé pendant 1 mois comme un fou, j'ai eu 6. C'est le genre de choses, tu t'en souviens, tu fais bon d'accord. Mais quand même, en m'acharnant, j'ai réussi à m'approcher un petit peu de la moyenne. Donc voilà. Donc j'ai une enfance heureuse, et à l'adolescence, ça va se compliquer. Je vais faire donc les premières crises de bouffées délirantes, notamment à 13 ans. Donc à 13 ans, il y a un épisode qui est très très difficile.
C'était une période où je dormais pas bien, j'étais anxieux parce que en fait, je m'entraînais beaucoup au basket, je progressais, je voyais que je devenais bon, mais mon père me soutenait pas du tout. Quand je voyais tous les autres basketteurs, je voyais toutes les familles qui venaient les voir à tous les matchs, il y avait quelque chose qui résonnait en moi en fait, et du coup ça me faisait mal, quoi. Donc je dormais très peu. Et je rentre dans un bus un jour lambda, pour aller en fait au collège. Et là, en fait, il y a une voix qui me foudroie. Je vois comme je vous vois là, en fait, une personne qui serait au fond de l'amphi, sauf que c'est au fond du bus. Et en fait, c'est une fille qui a une frange et qui discute donc, avec son copain ou un ami, et elle rigole. Donc jusque-là, tout est normal, sauf que moi, cette voix me dit, mais si elle rigole, c'est parce qu'elle se moque de toi et qu'elle t'insulte. Et j'entends qu'elle compte ce type alors qu'elle rigole avec son ami et que sa conversation n'a probablement rien à voir avec moi au final. Donc je prends peur, je me mets le plus loin d'elle, c'est-à-dire je me mets juste derrière le conducteur du bus, puisqu'elle était au fond du bus. Hein. Et le problème, c'est que au bout d'un certain temps, c'est plus juste cette personne qui dit des choses malencontreuses à mon égard, c'est tout le bus, ça grouille, j'entends des voix, ça grouille de partout. Et en fait, chaque personne qui parle, bah forcément, elle m'insulte. Donc je prends peur. C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est vraiment quelque chose de très difficile parce qu'on est en âge, en fait, c'est-à-dire j'avais l'impression d'avoir fait un basket ou un footing, je transpirais complètement, j'avais le visage qui perlait de gouttes, en fait, c'était très étrange, en fait. Donc je suis sorti, en fait, du bus quelques arrêts après, prenant peur, en me disant peut-être que si je sors du bus, ça va faire taire ses voix. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ça a fait taire ses voix. Malheureusement, ces voix, elles vont revenir. Elles vont revenir de façon crescendo, elles vont revenir de plus en plus fortes, et surtout, cette première crise va en annoncer d'autres, qui vont durer plus longtemps dans le temps. En tout cas, c'est une crise qui dure en fait quelques minutes, hein, ça dure une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, puis après ça va être des crises sur une journée, après ça va être des crises sur une semaine, 2 semaines, ça va vraiment devenir au niveau du temps, ça va devenir beaucoup plus important. Et donc ça, c'est la première crise que j'ai faite. Alors j'en ai parlé à personne, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais en fait, comme je revenais, après cette crise, je suis revenu plutôt à une forme de normalité. Je mettais ça derrière moi, et puis finalement, ça m'arrangeait bien de mettre ça derrière moi. J'étais pas prêt à en parler, que ce soit à mes parents ou à qui que ce soit. Donc du coup, bah, j'ai caché ces prémices de la maladie, ces bouffées délirantes, hein, c'est le terme exact. J'ai caché les prémices de la schizophrénie pendant très longtemps, parce que j'ai fait d'autres crises. Alors il y a une autre crise où, par exemple, je suis dans le métro à Rennes. Et là, en fait, dans le métro, en fait, il y a un monsieur qui est avec un costard noir. Donc forcément, s'il est avec un costard noir, bah, c'est quelqu'un du FBI qui est là pour me suivre, parce que je suis recherché. Je l'ai mis numéro 1, enfin, en tout cas, c'est ce que je m'invente dans ma tête. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens en costard noir à Rennes, et pas qu'à Rennes d'ailleurs. Donc je sors précipitamment du métro, je ne vais pas à la station où je voulais aller, je sors à la prochaine en me disant bah, je vais le semer et je vais rentrer et refaire mon trajet initial, quoi. Donc de bol, je rentre et il y a encore un monsieur avec un costard noir. Donc il ne lui ressemble pas du tout, mais je suis tellement dans mon délire que pour moi c'est forcément en fait le même, c'est forcément la même personne. Donc je prends peur et je décide de faire le trajet au final à pied. Il y avait pas, bon, Rennes c'est pas très grand, il n'y avait pas beaucoup de stations de métro, donc je fais le reste à pied. Et ça, c'est ma deuxième crise. Alors cette crise, si j'avais, et c'est un conseil que je peux vous donner aussi aujourd'hui, c'est que dès les premières crises, il faut en parler. En fait, moi, j'ai longtemps caché la maladie. Vous allez voir que j'ai caché la maladie de 13 ans jusqu'à 23 ans. Donc ça fait quand même 10 ans de silence, 10 ans de moments de souffrance, en fait. Hein, parce que forcément, j'avais des moments où j'étais normal, où j'étais très bien, mais j'avais aussi des grands moments de silence, de solitude et de souffrance par rapport à ça. Parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, mais je n'arrivais pas à mettre des mots sur mes mots MAUX. Alors, cette crise-là va passer, et puis je vais me dire, comme lors de la première, bah, de toute façon, tu es redevenu à un état normal, donc ça ne sert à rien d'en parler, et puis les gens, de toute façon, qu'est-ce qui va t'arriver, on va te prendre pour un fou, et j'avais très peur, en fait, de ce qui pouvait se passer, mais je ne savais pas ce que j'avais, en fait. Donc voilà, et c'est vrai que, rétrospectivement, je me dis que j'aurais, bon, même si je ne le regrette pas, je me dis que j'aurais dû en parler plus rapidement, parce que plus tôt on est diagnostiqué par rapport à cette maladie-là, par rapport à une maladie psychique même en général, et plus tôt on va faire le rétablissement. Donc il y a eu cette deuxième crise dans le métro, il va y avoir
une troisième crise qui va être vraiment aussi, dont je me souviens très bien, qui est très difficile aussi. Alors c'est encore dans le bus. J'aime pas les bus, hein, je vous le dis tout de suite, j'aime pas les bus. Encore aujourd'hui, j'aime pas les bus, même si je fais plus de crise, mais ça m'est resté. Il y a un truc, voilà. Donc c'est encore dans le bus, et en fait, là, je monte dans le bus, et il y a comme un éclair, une vision comme ça qui me foudroie l'esprit. Et là, tel que je vois en fait mon papa, qui est allongé dans le salon et qui est mort avec une mare de sang. Enfin, je vous laisse imaginer les trucs un peu de... une vision d'horreur. Et là, en fait, j'ai une larme qui coule parce que pour moi, si je vois ça, c'est forcément vrai, en fait. Si je vois ça, c'est qu'il est mort, en fait. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je quitte encore le bus, je fais les 2 km à pied en courant pour aller voir mon papa, et je me mets en tête sur le trajet, en fait. En courant, je réfléchis en même temps et je me dis, mais je me prends pour Dieu, je crois que j'ai des super pouvoirs, alors je vais pouvoir le sortir du royaume des morts, ce genre de choses, donc je cours pour voir. J'arrive, et là il y a mon père qui ouvre la porte de la cuisine. Ah bah tiens, tu rentres beaucoup plus tôt, tu n'es pas allé faire un basket, Florent? Enfin, donc il est assez surpris, mais content de me voir. Et moi je le regarde comme ça, mais c'est le plus beau jour de ma vie, il est encore en vie, quoi. J'en reviens pas. Et donc du coup, on mange après. Le soir, je vais me coucher, et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, pour vous dire à quel point on est dans un délire, j'ai cru que j'avais fait un cauchemar. Pour moi, tout cet épisode-là, c'était un cauchemar. Et c'est mon père qui m'a dit, mais quand t'es rentré hier, t'étais bizarre, tu transpirais, enfin, je t'en ai pas parlé sur le moment, mais je voulais t'en parler à la tête reposée. Et là, je me suis dit, non, c'était pas un cauchemar, en fait. Et là, j'ai commencé à me dire que vraiment, il y avait quelque chose qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui tournait par rond, mais je n'arrivais pas encore à assumer ça, en fait. Je n'arrivais non seulement pas à l'assumer, je le cachais. C'est-à-dire que quand mon père m'a dit « t'avais pas l'air bien », si, non, ça allait. Je lui ai pas dit, en fait, parce que je me suis dit « mais si je lui raconte ça, il y a une vision, je l'ai vu mort, machin. D'abord, il va peut-être croire que je veux qu'il soit mort, ou je sais pas. Comment il va interpréter ça, il va me prendre pour un fou. » Enfin, donc du coup, je n'assumais pas du tout à l'époque, en tout cas. Donc ça, c'est ma troisième crise. Et cette crise-là, malheureusement, va annoncer encore une autre crise quelques années plus tard. Donc moi, je vais avoir un cursus un peu particulier, parce que je ne vais pas avoir mon bac. Mais je vais quand même réussir à avoir une capacité en droit. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est une équivalence au bac. Et donc, j'en suis très fier, parce que je l'ai avec la mention bien, alors que j'avais pas eu mon bac. Donc, j'étais vraiment très, très heureux par rapport à ça. Donc, après, je suis allé à la fac de droit. La première année, je l'ai redoublé la première fois, mais je l'ai quand même eu la deuxième. Donc, je suis allé en deuxième année. Et en deuxième année, j'ai arrêté de faire du sport. J'ai arrêté de sortir parce que j'étais focalisé. Je voulais absolument avoir mon année. C'était hyper important pour moi. Vu que mon papa était militaire dans l'armée de terre, il a terminé général, en fait, je voulais lui prouver des choses, je voulais lui prouver que je pouvais m'en sortir aussi, que je pouvais réaliser de belles choses. Donc je travaillais beaucoup, j'avais des notes correctes, mais sans plus, mais il y a eu un jour, en fait, où mon cerveau, il a disjoncté, parce que je pense que, à force de ne pas dormir, de dormir 3-4 heures par nuit, de passer ses journées, ses soirées, à réviser ses cours, ses décrets, ses articles de jurisprudence, du coup, mon cerveau, il pouvait plus, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père était parti pour un voyage au Brésil. Et en fait, ma copine de l'époque, Angélique, que j'avais rencontrée lors d'un stage de basket à Paris, devait venir nous voir. Donc elle vient de nous voir. Mon papa rentrait de son voyage au Brésil pour son travail. Donc en même temps. Et donc un soir, quelques jours après son retour du Brésil, tout le monde était à table. Et moi, j'étais dans ma chambre. Et là, c'est pareil, encore quelque chose qui vous foudroie. C'est pas quelque chose, en fait, qui vient progressivement, en tout cas dans mon cas. Ça m'est venu d'un seul coup, comme ça. Et là, en fait, il y a cette voix qui revient. Dans Obscure Clarté, il y a un chapitre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Une voix nommée l'autre », en fait, qui relate cette voix dont je vous parle là, actuellement. Donc cette voix, elle vient, pareil, c'est comme si vous avez un éclair dans le cerveau, et d'un seul coup, comme si mon cerveau s'allumait, en fait. J'avais l'impression que c'était comme s'il était éteint et d'un seul coup il venait de s'allumer. Et en fait, ce que disait cette voix, c'était écoute, si tu as des rapports compliqués avec ton papa, c'est parce que ton père a une autre famille au Brésil, donc il a d'autres enfants au Brésil aussi, et c'est pour ça que vos relations depuis l'adolescence sont complexes et compliquées. Alors là, du coup, je sens comme une rage qui monte en moi, que j'essaye de canaliser en fait. Mon père m'appelle à table, donc je descends, jusque-là, je vois qu'il y a une rage qui monte, mais j'arrive à me contrôler. Et quand on s'assoit pour tous manger ensemble, je le fixe, mais je le fixe avec un regard noir. Et donc mon père lui dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me fixes comme ça, enfin qu'est-ce qu'il y a, quoi. Et je me lève, comme une impulsion, je me lève vers lui, je le secoue violemment.
Donc là, toute la famille se réunit pour nous séparer. Dans Sur Clarté, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui ont envie de le lire, j'ai un peu exagéré ce passage-là pour rendre ça peut-être plus dramatique et attrayant. Mais voilà. Parce que puis j'avais envie, je pense que mon père, quand il a lu le livre, ça l'a fait rigoler aussi. Parce qu'il a dit, ah ouais, dans ce livre, tu dis que tu m'as mis une raclée, mais ça s'est pas passé comme ça. Parce qu'en réalité, j'ai juste secoué, de toute façon, et toute la famille s'est réunie pour nous séparer. Après, on ne sait pas ce qu'il aurait pu se passer. Hein. Mon père n'a pas riposté, il ne comprenait pas, il était complètement ahuri de voir son fils se jeter sur lui comme ça, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, moi, le lendemain de cette agression, parce que c'est quand même une agression quelque part, je me souviens que j'avais des images rétrospectivement qui venaient des flashbacks, et je voyais l'horreur, en fait, tout simplement, dans les yeux de mon frère, de ma sœur, de ma copine de l'époque, Angélique, et surtout de mon papa. Et ça fait très mal de faire peur à son papa. Et c'est là, en fait, que ma maman m'a dit, de toute façon, Florence, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment que tu consultes, et je te laisse pas le choix, de toute façon, dans 1 heure, on est chez le médecin, quoi. Et je me suis dit, bah oui, elle a raison. Et je pense que j'avais besoin qu'on me le dise, en fait. Peut-être que j'avais besoin que ça se voit, parce que ça faisait des années que je le cachais, que je le masquais. Et en fait, cette crise, elle est venue, comme je le disais tout à l'heure, juste avant mes examens, parce que j'étais anxieux aussi par rapport à mes examens, je dormais très peu. Et à chaque fois que j'ai fait des crises comme ça, soit de bouffées délirantes et après le passage dans la schizophrénie, c'était toujours des moments où j'étais très anxieux, où je dormais très peu. En plus, à l'époque, forcément, j'avais pas de médication, puisque je n'avais pas conscience de ma maladie. Donc quand on n'a pas conscience de sa maladie, on ne peut pas se soigner, donc c'est très compliqué. Alors après, je développerai aussi ça tout à l'heure. La médication est très importante, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent aider une personne atteinte de schizophrénie à s'en sortir. Donc là, après cette agression, je vais décider avec ma maman d'aller voir le médecin. Mais je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Pour moi, je vais juste voir le médecin. Dans 1 heure, j'ai des médicaments et après, je rentre chez mes parents, quoi. Moi, c'est clair, net et précis. Non, je ne vais pas rentrer chez mes parents en fait, hein. Le médecin ne va pas être dupe, il va me poser des questions, est-ce que j'entends des voix, est-ce que les autres m'en veulent, est-ce que j'ai des accès de paranoïa. Alors même si j'essaye de cacher un peu ce que je ressens, le médecin en fait, il a discuté avec ma maman avant, donc il n'est pas dupe, et il me fait interner à la demande de mes parents, et j'accepte en fait, cet internement en me disant que de toute façon, il faut bien qu'on sache ce que j'ai exactement. Donc je vais à l'hôpital, et là il y a une scène qui est aussi vraiment très difficile. Moi je n'ai aucun souvenir, c'est ma mère qui m'en a parlé encore récemment, parce qu'elle est très contente de ce que je suis devenu et du fait que j'ai plus fait de crise depuis très très longtemps, ça fait plus de 12 ans maintenant. Mais c'est vrai que à cette époque-là, en fait quand je suis sorti de chez le médecin, apparemment, d'après ce que me dit ma maman, je me suis mis en plein milieu de la route en pensant que, c'est ce que je lui ai dit après en tout cas, que j'avais des super pouvoirs et que finalement les voitures allaient me transpercer sans rien me faire. Et elle s'est jetée sur la route pour me pousser en fait, parce qu'il y avait une voiture qui arrivait en fait, quoi. C'est vraiment un truc dont je me souviens, j'ai aucun souvenir de ça. Par contre, je me souviens que quand je suis rentré dans l'ambulance, j'ai pris en fait... non, ça sert. Quand je suis rentré dans l'ambulance, en fait, je croyais que l'ambulance était un convoi exceptionnel. C'était un convoi exceptionnel pour me faire sortir du pays. Vous pouvez remarquer que dans mes délires, il y a souvent ce côté un peu paranoïaque où, en fait, je suis au centre et je suis quelqu'un d'important puisqu'il faut m'extrader carrément de la France, ou alors je suis l'ennemi public numéro 1, ce genre de choses, mis à part les délires vis-à-vis de mon papa. Mais donc je suis souvent dans mes délires, en fait, une personne en fait, qui a de l'importance. Ça va prendre du sens après aussi, tout ça. Et donc, j'arrive à l'hôpital, et là, la première chose que je fais à l'hôpital, parce que forcément, j'ai un téléphone portable, donc je suis sur table d'écoute. Normal, quand on est paranoïaque, on est sur table d'écoute. Bon, on l'est plus ou moins, hein, avec Google maintenant, on l'est quand même plus ou moins, mais bon, voilà. Ils vont se dire, il est encore malade. Donc, je prends mon téléphone, et je le balance par terre, je l'explose littéralement, quoi. Complètement paniqué parce que je pense qu'il y a une puce qui est dans mon téléphone et qu'en fait cette puce-là est là par rapport au gouvernement qui n'a rien d'autre à faire que d'écouter mes conversations. Forcément, comme je suis l'ennemi public numéro 1, mais dans l'histoire c'est quand même le seul ennemi public numéro 1 qui avait fomenté aucun plan, quoi. C'est pas mal. Donc voilà, donc je me souviens aussi qu'à l'hôpital, en fait, ma petite amie de l'époque voulait me voir.
Et en fait, souvent, quand on rentre dans un hôtel psychiatrique, ils cloisonnent parce qu'ils savent pas quels sont nos rapports avec notre famille, quels sont nos rapports avec nos proches, tout ça. Dans un premier temps, on voit pas forcément sa famille et on les voit après. Donc, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, quand ils ont refusé que ma copine de l'époque vienne, j'ai pété un câble. En fait, je me souviens, j'étais avec la psychiatre et je lui dis, bah, de toute façon, ça va être vite réglé. Si vous faites ça, je me suicide. Si vous me laissez tout seul, vous allez voir. Alors, la question, est-ce que je l'aurais fait ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose d'ancré dans ma tête et pour moi, c'était une évidence, quoi. Et là, en fait, je sais pas, elle a appelé des collègues et je vois, à l'époque, j'étais beaucoup plus basse que maintenant. Je vois quatre marmules arriver, là, 4 aides-soignants, et ils me prennent par la main. Bon, j'ai pas bronché, hein, j'ai pas fait le malin. Et ils m'emmènent dans une autre unité, et c'est une unité beaucoup plus dure où on peut pas sortir, en fait, parce qu'il y a un parc, en fait, là où j'étais interné avec Guillaume Régnier à Rennes. Et malheureusement, je n'avais pas le droit de sortir, en tout cas les premiers jours, parce que forcément, ils avaient peur que je m'en fiche, ou que j'intente à ma vie, ou ce genre de choses, comme j'étais pas sous surveillance. Et c'est vrai que, comme je regarde cette fenêtre-là, je me souviens très bien que les premiers jours, je vais rester un peu prostré devant la fenêtre, en me disant, j'espère qu'un jour, tu pourras sortir, en fait, que tu pourras au moins, parce que moi, j'adore la nature, j'adore les parcs, et là-bas, il y a vraiment un très beau parc. Et donc, du coup, je vais vraiment espérer et me projeter là-dessus. Et c'est en fait une personne, Julien, qui était juste à côté de moi, parce qu'on était plusieurs dans les chambres, qui va me dire, qui va me redonner un peu d'espoir en me disant, Florent, je te vois prostré là, à regarder par la fenêtre, mais t'inquiète pas, si tu prends ton traitement et que tu fais attention, au bout d'un moment, ils vont diminuer aussi le dosage, tu vas être mieux et puis tu vas pouvoir sortir, quoi. Et c'est vrai que ça va me donner la petite lueur d'espoir de vouloir m'en sortir. Des fois, on a besoin d'une main tendue, et là, cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, parce que, en fait, il va vraiment m'aider à entrevoir la lumière, voilà. Et parce que les premiers jours aussi, il y avait aussi autre chose, je restais, je sais pas si on a une là, non, je restais prostré devant une horloge, et il y avait ce tic-tac qui m'obsédait, que j'entendais, que je raconte et que je relate dans Obscure Clarté, ce tic-tac métronomique. Je pouvais rester 1 heure à fixer l'horloge, en fait, comme ça, en me disant, finalement, le temps, il passe, mais toi, en fait, ta vie, elle s'est arrêtée, en fait. Et moi, c'était un peu ça. J'avais l'impression que j'avais un peu une épée de Damoclès, là, comme ça, au-dessus de la tête, et que ma vie, elle était finie, et que je savais pas, en plus, quand est-ce que j'allais faire si j'allais refaire une crise, et surtout quand. Parce que je voyais bien que j'avais pendant 10 ans, une récurrence des crises, certes espacées, mais quand même une récurrence dans le temps, donc j'avais vraiment peur d'en refaire une. Ça a longtemps été synonyme d'angoisse pour moi. Donc je vais être hospitalisé. Alors au début, quand je demande à la psychiatre combien de temps je vais être hospitalisé, elle me dit, je sais pas, ça dépend de vous, 6 mois, 1 an, peut-être moins, je sais pas, ça dépend de vous. Et au final, je m'en sors pas trop mal parce que j'ai été hospitalisé 1 mois. La psychiatre m'a dit qu'elle pensait que je me remettrais, mais pas aussi vite. Et il y a pas mal de choses qui m'ont aidé. Alors notamment dans les premiers jours, je dormais énormément, donc ça, c'est normal, on essaie de faire que le cerveau se repose. Donc je dormais 20 heures sur 24, clairement. Hein. Et pour quelqu'un comme moi qui était hyperactif, qui aimait faire du basket, des pompes, du sport, tout ça, c'était vraiment déprimant. Il y a un épisode où j'essaye de faire quelques pompes et j'en fais 2 et je m'effondre complètement. Mais par contre, j'ai pas lâché. C'est-à-dire que dès que j'ai eu des moments de conscience, je me souviens que je me disais « tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir ». Et je me répétais cette phrase de façon névrotique jusqu'à 50 ou 100 fois par jour pour la faire mienne en fait quelque part et pour m'auto-persuader en fait. C'est c'est du positivisme quelque part, mais c'est une technique que j'avais apprise par rapport au basket en fait. Quand par exemple, quand j'avais un 1 contre 1 ou quand je jouais à un match de basket, j'essayais de m'auto-persuader qu'on allait gagner en fait, et donc du coup ça induisait mon corps et mon esprit à essayer de pousser ses limites pour arriver justement à essayer de gagner. Ça marche pas à tous les coups, mais ça aide quand même beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup m'aider, parce que je pense que quand on est positif, on va avoir des idées positives, mais du coup on va avoir des actions, on va avoir des comportements qui vont être positifs et qui vont nous tirer vers le haut. Donc du coup, ce que j'ai fait, comme je voyais que je n'arrivais pas à faire beaucoup de pompes, je me suis dit, c'est pas grave, je me suis acharné, et chaque semaine, en fait, j'avais 2 jours où j'essayais de faire des pompes, et même si j'en faisais que 2, c'était pas grave, je voulais au moins faire comme la semaine d'avant, et je voulais
essayer d'en faire un peu plus si j'y arrivais. Donc je me suis fixé des petits objectifs, alors ça paraît rien, mais des tout petits objectifs, et j'avais aussi un objectif important, c'était de sortir de l'hôpital, juste même avoir une permission, juste une matinée ou une après-midi, et c'était très important pour moi, je voulais voir si j'étais encore capable de suivre un cours de droit. Donc j'ai eu cette permission au bout de 3 semaines à peu près, donc j'ai pu sortir. Je suis allé, c'était pas en amphi, là c'était en TD, en travaux dirigés, et malheureusement j'ai tout de suite vu que ça allait être très compliqué, parce qu'avec les traitements qui étaient quand même très lourds à l'époque, franchement j'ai tenu 1 heure, et puis au bout d'1 heure j'étais pris d'un maux de tête épouvantable, et je pouvais plus, comme j'ai expliqué au chargé de TD ce qui se passait, et donc du coup il m'a autorisé à quitter le TD pendant la pause au bout d'1 heure. Mais au moins ça m'a permis de voir que c'était peut-être pas pour moi et que peut-être qu'il y avait d'autres portes qui s'ouvraient. Parce que après, je vais sortir de l'hôpital quelques temps après, quelques jours après, parce que je suis resté qu'1 mois. Et quand je vais sortir, je vais recroiser. Alors, je vais recroiser des gens, en fait, des anciens amis de la fac de droit. Alors, quand je vais les recroiser, moi à l'époque, j'avais encore honte de la maladie, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je les ai recroisés, bah, ils m'ont dit bah alors Florent, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus. T'es même pas venu aux examens, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je les ai un peu pris d'eau, ouais, mais le droit, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus, non, je fais d'autres choses, non. Bon, c'était pas vrai du tout, j'aurais adoré continuer le droit, mais je me souviendrai toujours plutôt qu'il y a un ancien professeur de physique avec qui je discutais, parce qu'on côtoyait la même bibliothèque et on s'était rencontrés à la machine à café, et qui me dit, bah écoute, tu sais, il avait vu, j'ai même pas eu besoin de parler, il a vu que j'étais pas bien. Et il savait que j'avais arrêté le droit, et il m'a juste dit cette phrase qui m'est restée et qui me reste encore. Tu sais Florent, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et c'est la deuxième entendue que je vais avoir, parce que pour moi, c'est vrai que c'était très important Pour moi, en fait, le droit, c'était vraiment important, c'était ma vie à l'époque. Et quand j'ai réalisé que je pouvais plus, tout simplement, faire la fac de droit, j'ai l'impression que mon monde s'écroulait. Non seulement j'étais malade, je ne pouvais pas continuer mes études, donc moi j'avais pas d'échappatoire en fait. En plus, à 24 ans, quand t'as pas été repéré pour le basket, c'est un peu fini. Donc voilà. Donc moi j'avais pas de porte de sortie, et cette phrase-là, ça a fait une deuxième lueur dans mon esprit. Après, en fait, ma maman et mon père, donc ils ont été très marqués par la maladie, hein, c'est normal. Et donc, du coup, ils vont s'inscrire à un groupe de parole de l'UNAFAM, une association que certains ou certaines connaissent peut-être, qui s'adresse aux familles, en fait, des personnes atteintes de schizophrénie. Et alors, au début, je la détestais, cette association, parce qu'en fait, ça me rappelait la maladie. Ma mère, elle y allait tout le temps, elle me parlait d'autres personnes qui étaient malades, qui avaient fait ci, ça, machin. Et au début, j'ai détesté ça. Maintenant, je suis très content qu'elle y soit allée, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que dans un premier temps, en fait, par exemple, la première chose que ma mère faisait... L'autre micro. C'est l'autre peut-être? Oui. Donc, la première chose que ma mère faisait le matin quand je me réveillais, ça partait d'un bon sentiment, ça je sais, mais elle me disait « Prends ton traitement !» J'avais l'impression que j'avais une étiquette ambulante comme ça, « Malade doit prendre son traitement !» Et c'est vrai que ça me rappelait la maladie. Et en fait, moi je prenais mon traitement, mais ça m'énervait qu'elle me le ressasse sans cesse, en me laissant pas la chance de le prendre de moi-même au final, quoi. Donc je lui ai expliqué, et puis après elle a ajusté, et c'était mieux. Mais en fait, ce qui va beaucoup m'aider par rapport à l'UNAFAM, c'est qu'un jour, ma maman, dans un groupe de parole, elle va entendre parler de différentes personnalités qui ont marqué différentes époques. Alors il y a Einstein qui a fait des bouffées délirantes, son fils est atteint de schizophrénie, était atteint de schizophrénie aussi. Il y a John Fornage qui a eu le prix Nobel en 1994 pour sa célèbre théorie des jeux. Il y a un super film d'ailleurs que je recommande à tout un chacun. Il y a un livre, c'est Un cerveau d'exception, qui est très bien aussi. Et le film, c'est Un homme d'exception. Pour ceux qui connaissent, c'est un film qui est oscarisé, qui est vraiment un très grand film sur la schizophrénie. Et un beau message aussi d'espoir. Donc en fait, il y a aussi d'autres personnes, par exemple Léonard de Vinci, même si on ne sait pas s'il avait une maladie psychique, on sait qu'il avait des épisodes un peu de dépression, parce qu'il commençait ses œuvres et il ne les finissait pas. Il y a Frédéric Dard, en fait, l'écrivain, enfin il y a plein de personnes en fait comme ça qui ont des maladies psychiques et bon bah ça veut pas. Hein. Il y a l'épine.
Ah, bien, celui-là, en attendant. Donc une nouvelle conférence commence maintenant. Acte 2, voilà. C'est ça. C'est ça, je pense qu'il y a un truc là, ils veulent pas que je parle, ils m'empêchent, c'est ça. La Bourgogne ne veut pas de Ah, il y a une puce hein, peut-être dedans, c'est vrai. Donc voilà, effectivement, l'UNAFAM, au début, je détestais l'UNAFAM, et maintenant je suis bien content que ma mère ait été finalement à l'UNAFAM, parce que ça m'a vraiment aidé, dans le sens où quand elle va venir avec cette liste de personnages qui ont marqué différentes époques, je vais me dire, attends, ces gens-là, ils ont changé le monde. Toi, tu peux peut-être pas changer le monde, mais tu peux changer ta vie. Ça a été un déclic, parce que moi, en fait, dans ma tête, quand on était atteint de schizophrénie, pour moi, c'était comme si j'étais débile, en fait, quoi. Moi, j'ai associé ça à une forme d'incapacité intellectuelle, ce genre de choses. Donc forcément, quand on a une perception de la schizophrénie qui est très mauvaise, quand on a une perception donc, de nous en écho qui est très mauvaise aussi, on va avoir des idées négatives, donc on va avoir des actions négatives ou pas d'actions du tout, on va être incapable de se bouger au final, et donc on va avoir un comportement négatif, et tout ça, ça va devenir une spirale en fait, négative. Et à partir du moment où ma perception, j'insiste vraiment là-dessus, à partir du moment où ma perception de la schizophrénie, elle a changé, je me suis autorisé à avoir des rêves, je me suis autorisé à écrire, je me suis autorisé à reprendre le sport, je me suis autorisé à reprendre des études, je me suis autorisé à avoir une vie, des copines, des amis, enfin, toutes des choses dont je ne m'autorisais plus avant, en fait. Et c'est vrai que cette perception, c'est aussi pour ça que je fais des conférences, des débats, est très importante, parce que malheureusement, je pense que si j'avais une perception différente, j'aurais gagné un peu de temps. Donc voilà pour la perception de la schizophrénie. Je vais aussi vous parler un petit peu de différentes choses qui ont attrait au développement personnel, qui m'ont beaucoup aidé. Je vous ai parlé de cette phrase que je me répétais tout à l'heure, je vais m'en sortir, je veux m'en sortir, de façon un peu névrotique. Moi, je crois beaucoup en tout ce qui est la méthode Coué, le fait d'être positif. Alors, de toutes les façons, c'est pas parce qu'on est positif qu'il faut se dire, quand on a une idée négative, ah, c'est pas bien, j'ai une idée négative. C'est pas grave, ça. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que même quand j'étais au fond du trou, et je l'ai été, c'est de se dire, même dans le doute, même quand tu es au fond du trou, quand tu es dans le caniveau un peu, quand tu penses que tu ne peux pas s'en sortir, il faut en fait lever les yeux et se dire, il y a une lueur quelque part. Alors je vais essayer de la trouver. Ça prend du temps. Il faut être très patient, c'est une maladie où il faut vraiment être très patient. Il faut être patient avec soi-même, avec le traitement, avec le personnel soignant aussi, parce que forcément, comme il y a autant de formes de schizophrénie qu'il y a de personnalité, avant de trouver un traitement adapté, des fois ça prend beaucoup de temps. Je sais de quoi je parle aussi, ça m'a pris du temps avant de trouver un traitement adapté. Et donc vraiment il faut être patient. C'est vraiment une maladie où on apprend la patience, mais ça en vaut le coup, parce que si on est patient, si on garde espoir, et surtout si on garde de l'énergie sur le long terme, c'est un petit peu comme la métaphore de l'avion, si vous voulez, je vais vous expliquer. Un avion, quand il décolle, il a besoin de beaucoup d'énergie pour décoller. Mais s'il ne maintient pas l'énergie, boum. Nous, si on a un rêve, par exemple, si on veut faire quelque chose, alors ça peut être un rêve, juste un but ou un objectif, hein, voilà. On n'est pas obligé d'avoir forcément un grand rêve, mais ça peut être un but, un objectif, quelque chose qui nous donne de l'énergie, parce que les rêves, ça nous donne de l'énergie. Il faut qu'on ait de l'énergie au début, mais il faut qu'on la maintienne jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Et donc, alors on est des êtres humains, effectivement, c'est normal d'avoir des passages à vide, des moments où on est moins bien, mais c'est dans ces moments-là qui sont constructifs, qui sont aussi créatifs et qui vont aussi nous aider au niveau de notre personnalité. C'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Parce que ces moments-là, en fait, si on lâche, souvent on se crée nos propres chaînes aussi, en s'interdisant de faire des choses. Par exemple, on peut avoir une famille, par exemple, ou avec des personnes qui ont réussi, ou une famille, par exemple, avec des personnes, des parents qui n'ont pas trop réussi, et on peut s'interdire. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient, oui, mais moi, si je réussis dans la vie,
si j'arrive à faire ce que je veux, comment ils vont réagir? Et en fait, ce qui m'a aussi beaucoup aidé par rapport à ma maladie, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu cette perception de la maladie qui changeait, je me suis autorisé à être moi, je me suis autorisé à écrire un livre, Obscure-Clarté, puis un autre, j'ai tendu la main. Alors qu'avant, pour moi, c'était de l'ordre de l'inaccessible, c'était impensable. Surtout parce que j'avais déjà essayé un petit peu quand j'étais interné au bout de 3 semaines. Là, je prenais un stylo, une feuille, et j'arrivais pendant 5 minutes à écrire, puis après, j'arrivais plus, quoi. C'était très complexe et très compliqué, mais j'ai pas lâché. C'est-à-dire que je suis revenu à l'écriture. Alors après, c'était 7 minutes, 10 minutes, et puis au bout d'un moment, les traitements, ils ont diminué. J'ai commencé à avoir les idées plus claires aussi, à dormir un peu mieux, tout ça, à refaire du sport. Et donc du coup, c'est passé de 10 minutes à une demi-heure, puis à 1 heure, et puis maintenant, je peux écrire très longtemps. Et voilà, c'est vraiment incroyable ce qui se passe, parce que j'ai toujours une médication, mais par exemple, dans ma médication, en fait, il peut y avoir des problèmes de concentration, en fait, dans les effets secondaires. Il peut y avoir des impatiences. Il peut y avoir aussi, chez certaines personnes, des tremblements. Moi, je n'ai pas trop ça, mais ça peut arriver. Des crises de boulimie chez certaines personnes aussi. Ça m'est arrivé aussi. Et c'est vrai que, par contre, à partir du moment où j'écris, j'oublie le temps, il passe normalement, en fait. J'ai plus d'impatience, j'ai plus de maux de tête. Tout ça, en fait, tout ça disparaît complètement. Et j'incite vraiment les gens qui sont atteints d'une maladie, en fait, surtout par rapport à la schizophrénie, de ne surtout pas s'auto-limiter. On n'est pas juste une maladie ambulante, on est avant tout des êtres humains avec nos passions, avec nos besoins, nos désirs, avec nos faiblesses, nos failles. Il faut faire avec, mais c'est ce qui nous construit aussi. Et c'est vrai que c'est très important, en fait, de quand même aller de l'avant, de quand même aller vers ses désirs et vers ses envies, parce qu'on ne sera jamais aussi bon que dans le domaine dans lequel on veut être bon, tout simplement. Parce que si par exemple, quelqu'un qui fait... si j'avais fait des études, par exemple, je sais pas moi, si j'avais fait des études de maths, j'en vois déjà rigoler, mais si j'avais fait des études de maths pour plaire, par exemple, à mon papa, bon, déjà, il aurait fallu que j'arrive jusqu'à avoir un bac scientifique, ce genre de choses. Mais mettons que j'y suis arrivé, mais j'aurais lâché au bout d'un moment, forcément, parce que c'est pas quelque chose qui me passionne, en fait. Et on n'est jamais aussi bon que lorsqu'on est passionné. Et quand on est passionné par quelque chose, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne une raison de vivre, donc on s'accroche, donc on se bat contre la maladie, en fait. C'est là où je veux en venir. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, je me suis interdit plein de choses. Et à partir du moment où je me suis autorisé à vivre, tout simplement, la maladie... Alors certes, j'ai toujours un traitement, mais ça fait plus d'une dizaine d'années que je n'ai pas fait de crise. J'ai plus du tout cette angoisse-là de refaire une crise. C'est plus quelque chose... Je me souviens que quand j'avais 24-25 ans, j'avais cette angoisse de refaire une crise. C'était un truc... ça m'angoissait complètement. Maintenant, je prends mon traitement, c'est juste une pilule à prendre tous les jours. Et puis voilà, je fais du sport, j'écris, j'essaye de faire des conférences. Là, je suis sur d'autres projets par rapport à d'autres livres. Et je me lance aussi un petit peu dans le slam pour mettre mes textes en musique. Et c'est vrai que à partir du moment où je me suis autorisé à vivre, je me suis autorisé finalement à être moi, et j'ai accepté aussi ma maladie. Parce que c'est très important d'accepter sa maladie. Moi, dans un premier temps, j'ai eu la phase où j'avais honte, donc j'en parlais à personne, il y avait juste mes parents qui étaient au courant. J'ai eu une phase de déni, mais pas très grande en fait au final, parce que j'ai assez rapidement pris mon traitement, dans le sens où quand mon papa m'a expliqué, en fait, il a dédramatisé la situation. Ma mère, comme je disais tout à l'heure, elle me disait toujours « prends ton traitement ». Dès qu'elle me voyait, même pas bon, je prends ton traitement. Donc du coup, ça me crispait un peu. Et mon père, il a eu une autre approche, il m'a dit écoute, tu sais, c'est comme quelqu'un qui serait diabétique. Finalement, il a dédramatisé la chose. Il me dit c'est comme quelqu'un qui est diabétique. Il a juste un comprimé ou plusieurs à prendre tous les jours, et puis après, ça va mieux. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que mon père m'aurait pas dit ça, je pense que j'aurais pris mon traitement, mais ça aurait été peut-être plus épisodique, peut-être que j'aurais eu plus de mal à m'en saisir. Alors effectivement, tout ce que je vous dis, on pourrait résumer ça en disant il faut être acteur. Il faut être acteur de sa vie, il faut être acteur par rapport à la maladie. Alors c'est possible effectivement quand on n'est plus dans le déni, quand on est dans le déni, et quand on est dans la non-acceptation de la maladie, forcément c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne juge pas tous les gens qui sont dedans, je suis passé aussi par, mais c'est une étape et il faut essayer de passer à l'étape suivante le plus rapidement possible, parce qu'on gagne du temps, et on sait que les vies sont parfois courtes,
et que des fois on n'a pas toute une vie pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Donc je pense que c'est important vraiment que cette phase zénile soit le plus court possible. Donc je vais terminer en vous disant, ma schizophrénie, c'est ma force, et rien n'est impossible. Retenez bien ça, rien n'est impossible.